Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour un nouveau résumé d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien. Je suis le professeur Chen. Comme à notre habitude, nous allons nous intéresser aux dynamiques du BTC que nous documentons de manière particulièrement intéressante et précise depuis les dernières semaines dans ce contexte de bear market qui nous offre des reprises haussières dont on peut se poser la question sur qu'elles soient viables ou pas. Et c'est d'ailleurs la question qu'on va se poser aujourd'hui. On s'est posé en fait cette semaine, sachant que les données que j'ai publiées hier ont déjà permis de donner une réponse. Mais la question c'était, est-ce qu'on est en train d'avoir un rebond viable au-dessus des 70 000 finalement, ou est-ce que le risque spéculatif va plomber le marché? On va répondre à ça tout de suite. Mais bien sûr, avant de nous lancer dans l'analyse, je vous invite à nous suivre et à nous soutenir sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy. Abonnez-vous, le like, le commentaire, le partage aux amis, à tous ceux dont vous pensez qu'ils vont apprécier la pertinence de ces informations. Et sinon, bien sûr, on se retrouve directement sur l'académie de Cryptost, où si vous voulez parier sur votre propre formation, vos propres compétences, on sera de nombreux experts et de nombreux alliés à pouvoir vous soutenir et vous permettre d'avancer sur votre parcours personnel. Ok, on va se lancer tout de suite dans l'analyse en reprenant tous les éléments qui ont été présentés au cours des semaines dernières, parce que finalement, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les mêmes données. C'est à peu près les mêmes données que ce dont on parle depuis à peu près 2-3 semaines, un mois. Et donc, je vais faire un petit retour pour les personnes qui potentiellement regardaient cette vidéo pour la première fois. On va réexpliquer rapidement les bases avant de partir sur l'interprétation des données qui va être plutôt simple. Alors, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser cet indicateur qu'on appelle le STH-SOPR qui a une très très forte valeur informationnelle sur les tendances à court terme du BTC. Même s'il peut paraître un peu compliqué, c'est un indicateur qui est plutôt simple, un indicateur de type oscillateur qui va osciller du coup autour d'une zone neutre qui est ici 1, avec des valeurs au-dessus de 1, des valeurs en dessous de 1. On va décortiquer tout ça ensemble. STH, ça veut dire quoi? Parce que non, il y a STH et il y a SOPR. Le STH veut simplement dire Short Term Holders, donc les investisseurs à court terme, les détenteurs de BTC à court terme, ce sont une cohorte d'investisseurs qui détiennent leur BTC sur moins de 155 jours, moins de 6 mois grosso modo, à qui on appose souvent une psychologie plutôt fragile, une psychologie qui est très très réactive, notamment à la volatilité, aux news, aux potentiels événements forts du marché. Ce sont des investisseurs qui ont tendance à réaliser des profits vite et à réaliser des pertes vite, à capituler assez vite aussi. Ok, on sait que c'est cette cohorte qu'on est en train d'utiliser, en train d'observer les investisseurs à court terme. Pourquoi est-ce qu'on observe les investisseurs à court terme sur des plans locaux? Parce que leur comportement nous permet de savoir s'ils ont confiance ou pas dans le marché. Et donc, ça nous permet d'avoir une très bonne idée de si le prix va finalement arriver à ses fins ou pas, en fonction des différents flux qu'on va étudier ensuite, notamment les flux de demande et d'offres sur différents types de marchés, spot et futurs. Et ensuite, on a donc la mention SOPR qui veut dire Spent Output Profit Ratio, donc le ratio de rentabilité des dépenses. C'est très simple, c'est simple. Les investisseurs à court terme qui dépensent des BTC, est-ce que leur ratio de dépenses, leur ratio de rentabilité, il est positif ou pas? Est-ce qu'ils sont en train de réaliser des profits ou pas? Donc en fait, tout ce que fait cet indicateur, c'est nous dire les dépenses des investisseurs à court terme, est-ce qu'elles se font en profit au-dessus de 1 ou en perte au-dessous de 1? À partir de là, on peut utiliser cet indicateur et tant qu'il est au-dessus de 1 et qu'il se maintient de manière plutôt stable au-dessus de 1, on est sur une tendance haussière qui est viable. Les pics du STH-SOPR les plus hauts indiquent les prises de profit élevées qui sont souvent synonymes de sommets locaux ou de ralentissement ensuite du prix parce que la pression de vente augmente. Et à l'inverse, lorsque le STH-SOPR se maintient en dessous de 1, nous sommes clairement dans une tendance baissière avec des individus qui prennent des pertes de plus en plus importantes et qui accentuent leur pression de vente au fur et à mesure que la volatilité baissière s'exprime pour arriver à un point de capitulation local. Et ensuite, on a un ralentissement de la pression de vente. Vous voyez ici que les valeurs sont de plus en plus basses et retournent vers 1 parce qu'en fait, on a un retour à l'équilibre, une tentative de retour à l'équilibre. Et c'est durant ces tentatives de retour à l'équilibre qu'on peut avoir, pourquoi pas, des tentatives de reprise haussière parce que le marché, après avoir en mangé un momentum baissier assez important et le voir ralentir, eh bien, hop là, il va permettre aux individus de se dire, bon, si vous voulez, là, il y a peut-être le moment, si vous exprimez suffisamment d'achat, d'invalider la tendance baissière et de repartir sur quelque chose de localement intéressant. Sauf que il arrive de plein de façons. Le fait que, en fait, ces hausses peuvent être avortées, que ce soit parce qu'il y a des scénarios de dead cat bounce, les investisseurs n'ont pas envie de s'exposer parce qu'ils n'ont pas suffisamment confiance, donc en fait, ils vendent la cassure au lieu de l'acheter, et donc ça crée une pression de vente qui va ralentir le prix et le faire baisser encore plus, invalider la tentative, ou sinon, il peut avoir aussi des risques un peu plus structurels, comme des risques sur le marché spéculatif. À la nature de la demande, plus la demande est orientée sur le spot, plus la hausse sera viable. Et ça, on va en parler tout de suite.
Mais simplement vous rappeler que qu'on expliquait au cours des dernières semaines, c'est qu'on se trouvait exactement dans le même setup qu'en janvier, c'est-à-dire que ici vous pouvez voir que le SCH Super a eu une tentative de reprise au-dessus de 1. Et ce qu'on expliquait, c'était que il faut d'abord se hisser au-dessus de 1 et surtout il faut se maintenir au-dessus de 1 durant une semaine ou deux la plupart du temps pour arriver à avoir un retournement complet de marché et une reprise haussière viable. Exactement comme ce qu'on a pu observer notamment en avril, fin avril 2025. Vous voyez ici, on est en dessous de 1, capitulation, ralentissement du prix. On repasse au-dessus de 1 dans une impulsion haussière. Déjà, c'était très intéressant. Et ensuite, on se maintient. Le maintien est très important. Et c'est durant le maintien, après l'impulsion, que là, on peut avoir du positionnement OK. Donc, c'est un positionnement qui n'est pas d'anticipation, c'est-à-dire qu'on loupe une partie de la hausse, mais par contre, on rentre de manière beaucoup plus sécurisée parce qu'il y a beaucoup moins de risques sur le biais à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on a observé du coup récemment? Qu'on a eu une tentative de reprise au-dessus de 1 et qu'elle a été avortée, encore une fois. Et donc là, pour l'instant, on est en train de se retrouver pour moi dans le même setup qu'en mi-janvier, où si ça continue, on va avoir un prix qui va encore dégringoler, réintégrer le milieu de range et potentiellement nous amener la seconde jambe baissière qui pourrait nous amener sur un bottom de bear market cyclique. Quoique, il serait encore un petit peu tôt dans l'année, on est encore en mars. Je pense pas que ça arrive de si tôt, mais dans tous les cas, on a un nouveau rejet. Voilà, un nouveau rejet. On avait déjà eu un rejet majeur au niveau de début mars. Là, maintenant, on est à la fin du mois de mars, le 19 mars, quand j'enregistre cette vidéo, et on a un autre rejet majeur. Donc, je ne sais pas si on pourra encore avoir la force, comme après le premier rejet, de repartir à la demande et à l'achat pour soutenir le prix, ou si justement, il va avoir des problèmes structurels, notamment au niveau du risque spéculatif, comme on va le voir après, qui vont nous faire comprendre que là, en fait, il y a trop de risques et je pense que là, on va réintégrer le range et potentiellement buter en touche. Rien n'est joué encore pour l'instant, bien sûr, hein. Mais bon, ce qui est important de voir, c'est la dynamique en cours. Au niveau des flux de demande, on observe les flux de demande pour savoir si il y a suffisamment de demande sur le marché à un moment donné ou si au contraire il y a plus de pression de vente que de pression de demande et donc à ce moment-là il y a plus un comportement vendeur. Ça nous permet de savoir sur différents marchés si les investisseurs sont optimistes et se positionnent de manière favorable à une hausse ou pas. On utilise souvent deux marchés différents, les marchés spot et les marchés futures. Et en fait, ma technique, c'est d'utiliser sur les marchés spot d'un côté les ETF qui représentent les volumes et la non institutionnelle, et ensuite les exchanges centralisés qui représentent plutôt le biais des retail à travers Coinbase et Binance. Ça, pour les marchés spot. Et ensuite, on peut observer aussi les marchés dérivés. Il y a les futures avec Bybit et Binance qui sont cette fois-ci à la fois beaucoup présents pour du retail, mais avec quelques instituts qui ont l'autorisation de traiter du futures aussi. Et donc, ce qu'on observait au cours des dernières semaines, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, on a des valeurs positives qui nous indiquent qu'il y a de la demande nette sur les marchés spot, notamment sur les ETF, et on se disait, c'est intéressant, les ETF, ils commencent un peu à se positionner. Ça peut avoir son intérêt dans l'ensemble. On est sur des volumes d'achat d'à peu près 2000, 3000 BTC par jour, avec en plus un soutien assez important tout au long de la seconde partie, de dernière semaine de mars, là où on a quasiment eu de la demande nette tous les jours, ce qui a permis d'alimenter justement la tentative haussière qu'on est en train d'observer, qu'on a pu observer avec un avortement récent. Et donc, c'était plutôt positif, c'était plutôt encourageant. Sur le marché spot, après le ralentissement qu'on a connu aussi en début mars, là, après le premier rejet, on a eu aussi pas mal de demandes. Vous voyez que cette demande en orange, elle vient de Coinbase, elle vient de Binance, pardon. Il n'y a pas beaucoup d'achats de la part de Coinbase en ce moment, mais Binance a quand même bien acheté. Et donc, voilà, avec à peu près 1000 BTC par jour aussi de demandes, on peut se dire que c'était pas trop mal. Ça nous faisait à peu près entre 3 et 4000 BTC de demandes sur les marchés spot par jour si on combine les ETF et les exchanges centralisés, ce qui nous indiquait qu'on avait une demande qui était assez importante. Surtout, elle était maintenue, elle était soutenue. Ça donnait quand même un signal assez intéressant qui me permettait de me poser la question, est-ce que cette tentative de reprise au-dessus des 70 000, elle pourrait pas avoir plus de chances de réussir que les autres? Et en fait, le dernier constat m'indiquait que non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que finalement, les marchés futures sont dans un état de demande beaucoup plus élevé. Alors déjà, là, on voit qu'il y a à la fois Bybit et à la fois Binance qui sont en train d'acheter. Donc c'est clair que c'est une pression d'achat hyper importante. C'est une pression d'achat qui est très soutenue, qui est en accélération depuis la fin du mois de février, donc depuis fin février jusqu'à maintenant, là, depuis quasiment 3 semaines. La demande future, elle ne fait qu'augmenter. Donc on pourrait se dire, dans certains points de vue, c'est cool. Les gens, ils achètent, ça va pousser le prix vers le haut, certainement. Sauf que quand on ouvre une position future, notamment avec de l'effet de levier, il y a toujours un risque de liquidation qui peut emmener une baisse du prix, ce qui n'est jamais le cas sur le spot. Il n'y a pas de risque spéculatif sur les spots parce que vous détenez votre BTC en propre et il n'y a pas de collatéral qui est associé à votre position. Donc, en théorie, du moins, il peut y avoir des produits un peu plus subtils que ça. Mais dans la majorité des cas, sur ces spots, il y a zéro risque spéculatif, alors que
sur des positions longues, ouvertes et soutenues par de l'effet de levier, bah, tant que le prix monte, tout va bien, parce que la valeur de votre collatéral, elle augmente et puis ensuite la valeur de votre position augmente, donc c'est cool. Mais par contre, quand le prix baisse, la valeur de votre collatéral, dépendamment de si c'est en USD ou en BTC, la valeur de votre collatéral peut baisser et vous rapprocher de plus en plus vite de votre prix de liquidation. Et si le prix de liquidation est atteint, c'est une vente forcée et ça peut amener des cascades de liquidation comme on les connaît. Ben, c'est pas nouveau, hein. Vous savez très très bien, pour ceux qui sont là sur la chaîne depuis un moment, que on observe les flux de demande spot et futures pour être sûr qu'il n'y ait pas plus de demandes futures que de demandes spot, parce que ça veut dire qu'il y aurait plus de risques spéculatifs que de BTC achetés de manière safe. Et pourtant, bah, c'est exactement ce qui se passe. On a beaucoup, beaucoup plus de demandes futures que de demandes spot. En combiné avec Bybit et Coinbase, on est à plus de 4000, 5000 BTC d'achat net par jour. Donc on a à peu près 3-4000 BTC d'achat net pour les marchés spot et 4-5000 pour les marchés futures. Donc on a plus de demandes sur les marchés futures. La demande elle est plus appuyée, la demande elle accélère plus vite. Donc on a clairement une dominance ici et acheteurs sur les marchés futurs, sauf que ça, bah, malheureusement, ça amène des risques spéculatifs, comme on en a parlé. Vous pouvez ici les voir, notamment les zones de liquidité longue. Je les ai aussi, je vous invite à, bien sûr, à lire l'article comme d'habitude, hein. Il y a tout ce que je suis en train de vous expliquer ici est déjà expliqué là-bas avec des petites annotations qui vont un peu plus en profondeur, donc ça peut permettre à certains d'avoir une meilleure lecture. Et ce que je voulais vous montrer, ce qui était présent hier, justement, où je parlais déjà du risque spéculatif avant que le marché dégringole au niveau des 72, eh bien, je vous montrais qu'il y avait 3 zones de liquidité longue majeures qu'il fallait, qui étaient à risque en fait potentiellement et qu'il fallait pas rencontrer pour pas réintégrer le range et pas, asseoir le momentum dans quelque chose de plus baissier avec un mouvement correctif. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc on est allé, avec une chute assez rapide finalement, invalider les 74, taper jusqu'à 72 et puis même aller chercher le cluster jusqu'au 69. Donc là, on a clairement eu une première phase de liquidation longue qui s'est entamée. On peut aller chercher encore plus bas, sachant que là, entre 70 000 grosso modo et 67 000, quasiment 66, on a encore beaucoup de liquidités longues. Je serais absolument pas étonné qu'on aille rechercher jusqu'au 66. C'est à peu près le point bas, l'ancien point bas là, de début mars. Donc en vrai, ce serait pas déconnant pour la tendance d'aller chercher les 66, liquider les longues qui sont entrées tardivement et qui augmentent le risque spéculatif. Et pourquoi pas d'avoir un nouveau bottom local au niveau des 66 et d'avoir une nouvelle reprise haussière. Ça, c'est hypothétique, mais ce que je vois en ce moment, c'est qu'on est en train d'avoir une cascade de liquidation, donc de chasser les longues qui ont de la difficulté à se maintenir en position parce qu'ils étaient rentrés en position trop tard pour certains et surtout avec trop d'effets de levier, ce qui fait que dans des périodes de prix comme celle-là, c'est vraiment pas une bonne idée. Et donc, on expliquait hier qu'en termes de scénario baissier, c'était quoi l'idée? C'était qu'à cause du risque spéculatif, le prix allait pas pouvoir pousser plus haut et allait devoir corriger, cleaner toutes les positions longues, toutes les liquidités longues pour essayer, espérer repartir. Donc, c'est exactement le scénario qui a été validé au cours des dernières 24 heures. Et on va quand même le mentionner, le scénario haussier en cas de continuation haussière, ce qu'on s'était dit, c'est que le prix il peut continuer quasiment jusqu'aux 85 000 sans problème. Ça ne veut pas dire que nécessairement on sera en fin de marché baissier. Pourquoi? Parce que le prix réalisé des investisseurs à court terme, qui est donc le prix moyen d'achat de ces fameux investisseurs, donc un seuil psychologique hyper important, il agit en tant que support durant les bull markets et il agit en tant que résistance durant les bear markets. Il y a déjà 2 occasions, en octobre 2025 et en janvier 2026, il a agi en tant que résistance et donc il serait trop tôt pour se réjouir et pour dire que le bear market est terminé tant qu'on n'a pas récupéré cette zone. Je vais dézoomer un petit peu, même si sur les échelles horaires, je ne vais pas pouvoir trop dézoomer parce que sinon ça va être illisible. Mais je vais essayer de dézoomer un peu pour donner un petit peu plus de contexte. Quoique je suis pas sûr d'y arriver parce que c'est pas. Non, c'est pas grave. Je pense que ça va charger, mais vu sur des données horaires, avec ma petite bécane, ça ne devrait pas le faire. Pas grave, je vais vous montrer l'illustration sur l'article. Donc vous voyez que si durant les tendances haussières, on peut avoir des zones de support très importantes qui peuvent permettre du coup au prix du BTC de se maintenir parce qu'en fait les investisseurs à court terme sont en profit au-dessus de leur prix moyen d'achat, c'est plutôt logique. Lorsque le prix redescend vers leur prix moyen d'achat, vu qu'ils ont confiance dans la tendance, ils vont se dire allez, je vais double down, je vais racheter sur mon prix moyen d'achat pour soutenir la hausse et repartir. Donc ça c'est très cool. Et par contre, lorsqu'on rentre en tendance baissière, les investisseurs à court terme cette fois-ci sont en perte parce que le prix du BTC est en dessous de leur prix moyen d'achat. Et à chaque fois que le prix va retrouver cette zone, ils vont se dire ah bah là c'est intéressant, maintenant je suis quasiment plus en perte, je peux sortir à break-even et du coup comme ils n'ont pas confiance dans la tendance, ça va générer une pression de vente. Donc là on a une génération de pression de vente qui crée une résistance qui rejette, alors que là on a une génération de pression de demande qui est un support qui vient maintenir. Voilà un peu
quelle est la logique et le graphique ne chargera pas les données horaires. Mon ordi est trop en train de galérer. Donc voilà, c'était un petit topo rapide. Je sais que c'est une vidéo qui sera un peu plus courte que celle que les précédentes, mais c'était surtout pour faire comment dire, une petite mise à jour de toutes les informations et de toutes les méthodes d'analyse qu'on a utilisées au cours des semaines dernières et qui nous permettent du coup de toujours aussi bien comprendre le cours du marché parce que ce soit au niveau de la tentative de reprise de janvier ou de celle-ci, pour ces deux occasions, on était au courant qu'il y avait un risque trop élevé et que du coup, ça allait potentiellement, même très très sûrement, avorter la tendance. Et personnellement, du coup, c'est exactement ce qui s'est passé, ce qui fait que je me suis absolument pas positionné sur les cassures récentes parce que je savais que pas grand-chose de viable. Et j'espère que ça pourra servir à certains qui potentiellement ont tendance à se positionner sur des breaks qui n'ont pas encore été confirmés et qui ensuite se font rejeter et qui du coup se trouvent dans une position pas idéale. Ces indicateurs peuvent vraiment être très très utiles pour vous et donc je vais essayer de les utiliser de plus en plus souvent, même quoique c'est déjà assez récent en ce moment, mais dans les contextes de bear market, l'analyse à court terme est vraiment très très intéressante, notamment sur des mouvements comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aller partager l'article directement à tous les gens que vous connaissez si vous l'avez apprécié, bien sûr soutenir la chaîne de CryptoStack Academy, nous rejoindre si vous voulez apprendre à produire ce genre d'analyse et aller chercher ce genre de données vous-même. Moi je vous explique avec la formation directement comment devenir en fait aussi un analyste on-chain vous-même. Et puis bien sûr, je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. Ciao ciao et bonne journée à tous.